Bonjour, je suis très fière d'être l'une des co-organisatrices de ce forum mondial. Mon nom est donc Kim Gekanya Sabari. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous savez que vous pouvez depuis l'onglet Traduction du côté droit de votre écran, vous diriger vers toutes les interprétations simultanées qui vous seraient utiles dans 3 langues au moins, afin de pouvoir suivre tous les débats. Donc, après cela, il ne me reste plus qu'à vous présenter les différents membres de nos illustres panélistes. Alors, j'ai l'occasion d'accueillir Elisabeth Anderson, Arzu Cherazaglu et Inigo Albizouri Landerbal. Donc, pour repasser à ma langue maternelle qu'est le turc, vous avez sur le programme, bien sûr, le CV éminent, donc de notamment Arzu, qui est président de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie, dénommée DISK. La première présidente d'ailleurs de la Confédération, également membre donc du comité de direction de ce syndicat. Donc je suis très fière de pouvoir l'accueillir. Alors, après, nous avons également parmi nos éminents participants Elisabeth Anderson, qui est professeure de philosophie à l'Université du Michigan, mais elle s'intéresse aussi aux chaires de sciences sociales et contribue à différents ateliers en rapport avec le développement et les arrangements institutionnels qui permettent d'arriver à plus d'autonomie et de respect de la dignité. Et récemment, elle a encore eu l'occasion de s'exprimer sur la façon dont les gouvernements privés interviennent dans nos vies. Alors, Inigo, pour sa part, Albizouri Landazabal est chef mondial des affaires publiques de la Corporation Coopérative Mondragon dans la région basque de l'Espagne. Et elle s'intéresse donc au développement économique de sa communauté, mais elle est également présidente de toute une série de coopératives industrielles qui emploient plus de 4 millions de par le monde. Donc, c'est un honneur, Inigo, de vous avoir parmi nous aussi. Donc, comme vous le voyez, que des orateurs particulièrement passionnants. Je suis sûre que vous avez de nombreuses questions. N'hésitez pas à les leur adresser soit durant la séance questions-réponses prévue à la fin de ce panel ou alors par le biais du chat, en n'oubliant pas de préciser à qui votre question se destine. Donc, sans plus attendre, nous allons démarrer sur ce thème de la démocratisation. Arzu,
Donc, l'année dernière, lorsque nous publions donc le manifesto concernant la démocratisation sur le lieu du travail, euh, quelles sont les solutions ou les priorités qui vous paraissent les euh, plus pressantes, disons, ou les plus faisables aussi? Avant de vous laisser répondre, je vous rappelle que nous avons 4 intervenants et des participants de tous les continents, donc je vous demanderai de parler aussi doucement que possible afin de pouvoir être bien compris de chacun et interprété ou relayé dans toutes les langues également. Donc voilà, oui, bien sûr, bonjour et bonsoir plutôt aux uns et aux autres. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde au nom de ma confédération du syndicat, donc des travailleurs syndiqués révolutionnaires. Alors, en ce qui concerne le manifeste dont vous parliez, je crois qu'il y a 3 principes qui, selon moi, se complètent et qui sont certainement cohérents en matière, afin de bien fonctionner, à savoir, alors bien entendu en tant que représentant des syndicats et en tant que militante, personnellement, je dirais que le lieu du travail est un endroit tout à fait essentiel pour la traduction concrète de ces principes de démocratisation, justement, et qu'il est urgent, bien entendu, que au niveau mondial, on puisse s'organiser pour que ce qui nous semble essentiel, en effet, est que les barrières ou les obstacles clés soient identifiés justement à la création de cette harmonie. Tout d'abord, le pouvoir politique qui, comme on le sait, est un problème mondial auquel nous nous confrontons dans le monde entier en ce moment et qui ne semble pas toujours être en résonance ou à l'écoute avec les préoccupations du terrain. La concentration du pouvoir fait de plus en plus en sorte qu'il n'y a pas vraiment de démocratie sociale. La deuxième barrière ou l'obstacle est justement la concentration des finances et la répression donc qui peut découler justement de ces monopoles du capital finalement. Alors les droits des travailleurs sont souvent n'en sont que plus souvent violés ou menacés, si pas rendus plus vulnérables en tout cas. Enfin, il faut donc s'assurer que les fonctions du travail soient également clairement identifiées parce que la COVID-19 a peut-être euh, mis en lumière certains métiers, certaines corporations qui étaient restées dans l'ombre, mais on l'a bien ressenti aussi, les lieux de pouvoir ont pris des décisions univoques et unilatérale sans impliquer tous les acteurs des secteurs dans la décision, et ceci en faisant fi de nombre de conventions internationales finalement, puisque la plupart des travailleurs ne sont pas en mesure d'exercer seuls ou de faire respecter seuls les droits ou les garanties dont ils bénéficient pourtant en vertu de ces conventions internationales, que ce soit l'organisme international du Bureau international du travail, hein, euh, qui indique pourtant qu'il y a de nombreuses détériorations en matière de respect des droits des travailleurs dans de nombreux pays où de grandes entreprises, on le sait, euh, n'octroient pas la sécurité sociale voulue et compriment au-delà du tolérable finalement les ressources humaines sur des temps historiquement assez inhumain. Donc, pour démocratiser ces lieux de travail, la solution clé, selon moi, pour davantage de démocratisation est une meilleure organisation des travailleurs entre eux. Donc, il s'agit des syndicats, finalement. Nous savons que sur une période de 200 ans, les syndicats ont été les seuls à peu près à pouvoir organiser et structurer les droits des travailleurs ou faire entendre leur voix. C'est eux qui ont protégé, finalement, les droits après. Avoir contribué à les identifier ou à les faire
retentir. En tout cas, c'est eux qui incarnent l'aspect plus humain finalement de la ressource humaine et cela semble être l'arme clé pour lutter contre l'arbitraire du pouvoir sur le lieu du travail et peut-être aussi dans les sphères politiques ou politisées des entreprises, de même que euh, les lieux de politique et les sphères de politique ne sont plus un lieu de décision politique, les lieux de l'économie ne sont pas forcément un lieu de décision économique. Donc, nous avons aussi des conventions internationales, comme on le disait, qui existent pour protéger ces droits des travailleurs et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Normalement, l'État-providence a établi et mis sur pied toute une série de principes, mais pourtant au cours des 4 dernières décennies, ces droits ont été mis à mal et les relations existantes entre le capital et les travailleurs n'ont pas été utilisées de manière efficace et il y a eu une tendance à un démantèlement unilatéral finalement depuis un seul côté ou de manière asymétrique et déséquilibrée. Surtout, je dirais, pendant la dernière décennie du XXe siècle et en conséquence, ce que l'épidémie de la COVID-19 a révélé, c'est justement ces changements structurels latents existants depuis déjà longtemps contre lesquels de nombreuses forces vives se sont déjà mobilisées. Nous avons, pour cette raison d'ailleurs, ce forum est si intéressant puisqu'il implique tant de pays et de voix de travailleurs de différents pays. Alors, merci beaucoup. Avons-nous déjà le temps de répondre à quelques questions en tant que philosophe? Moi, j'ai envie de vous demander quelle serait la partie la plus importante du manifeste pour vous et pourquoi. Alors, moi, je vois une interaction très profonde entre la démocratisation et la démarchandisation. Donc, le travail humain n'est pas un bien comme un autre et les gens ne peuvent pas simplement se détourner de leur travail ou le stocker quelque part comme on peut le faire de tout autre produit. Donc, la production du travail et sa réduction euh, par le biais de la robotisation, équivaut à instrumentaliser finalement la ressource humaine. Elisabeth, juste, le débit est pourtant idéal, mais malheureusement, la connexion n'est pas très régulière. Donc peut-être faudrait-il éteindre un micro dans l'onglet traduction, ce que semble avoir fait l'oratrice. Mais il y a quand même encore un petit sifflement sur la ligne. Donc, démocratiser le lieu du travail. Mais non, la connexion reste. Donc, pour la démarchandisation, donc, ce qui est important dans ces pays, et l'organisation, on le disait, par les syndicats, mais aussi par les gouvernements, permettant d'impliquer les travailleurs eux-mêmes. La Constitution a pourtant affirmé ou tenter d'affirmer les droits des travailleurs, mais on le sait, la forme du gouvernement privilégié dans le monde entier est souvent la dictature, dans lesquelles dictature, évidemment, la voix des travailleurs n'est pas particulièrement prise en compte. Pour la plupart, il n'existe même pas ni de droit de consultation, ni de droit d'appel par le biais des quelques syndicats, quels qu'ils soient. Rares sont les principes de codétermination. Donc, les constitutions des entreprises sont par définition faites à l'instar de cette dictature dans le monde. Et personne, évidemment, n'oserait dire qu'une dictature est une manière optimale de gérer un État, puisque, quoi qu'il arrive, le pays est géré dans l'intérêt d'une poignée
d'élus, excluant l'intérêt ou la situation de la majorité. Donc une dictature étant inacceptable au niveau politique pour les organisations étatiques, pourquoi serait-elle acceptable au niveau de l'organisation microéconomique de l'entreprise, sachant que cela va exclure la majorité des gens la constituant. Donc pour toutes ces raisons, la démocratisation d'une entreprise est, à mon sens, absolument essentielle. Et la démocratisation va de pair avec la démarchandisation. Merci beaucoup, Elisabeth. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Inigo. Alors, quelle est votre opinion sur cet aspect de choses, l'organisation du travail sur le lieu du travail, malgré les grands principes de gouvernance et autres, comme Elisabeth vient de le dire? La constitution traditionnelle d'une entreprise, par définition, est plutôt dictatoriale. Alors, comment instaurer des principes plus démocratiques qui concernent tant de milliers de travailleurs? Nous avons un problème sur le canal espagnol. Alors, merci beaucoup pour l'invitation à venir m'exprimer à ce forum mondial et de pouvoir partager avec vous ce tour de table en étant d'ailleurs entourée de femmes, ce qui est à mon sens un signe tout à fait positif, euh, peut-être de démocratisation pour commencer. Alors, donc tout d'abord, je voudrais adresser de chaleureuses salutations de bienvenue aux auditeurs. Et Elisabeth, à juste titre, faisait un parallèle entre les entreprises euh, et un certain type de régime étatique, à savoir les dictatures. Alors, je crois que c'est un modèle très intéressant parce que simpliste par définition et bon pourtant toutes les conclusions ne sont pas négatives dans la mesure où il y a des systèmes en place qui nous montrent en faisant la preuve par l'absurde qu'il existe des voies alternatives et des modes d'organisation plus démocratiques ou coopératifs même au niveau des entreprises par exemple la Mondragon donc ma coopérative qui recouvre la plus large coopérative industrielle du monde en tant que président de cette institution qui en effet rassemble 4 millions de travailleurs sur différents pays. Nous sommes tous gouvernés par les mêmes normes démocratiques qui laissent à chacun la possibilité de collaborer à cette coopérative. Alors, Elisabeth et le professeur qui s'exprimaient lors du précédent panel déjà ont expliqué que la clé de voûte de ce système était la subordination finalement du capital au travail. Donc, si le capital est remis à sa juste place, à savoir un moyen et non pas une fin, à ce moment-là, je pense que les entreprises coopératives ne coïncideront plus avec le modèle plus sclérosé traditionnel promu par les statuts actuels et nos anciens manuels scolaires. Donc, je pense que c'est ce qui ressort selon moi du manifeste. Et ce qui est formidable, c'est que tant de professeurs d'universités du monde entier euh, voient la même lueur d'espoir, je dirais, euh, au bout du tunnel. Et donc, après tout, on a célébré le 150e anniversaire de l'ATI et cette série de coopérations capitalistes euh, anciennes, dont le seul et unique but est de maximiser les profits ou les bénéfices récoltés, euh, tend à être relégué finalement en marge, je dirais, euh, des modèles préconisés. Donc je crois que nous sommes au cœur d'un débat palpitant et en pleine mutation.
Merci beaucoup, Inigo. Euh, donc, j'aimerais maintenant me tourner vers les principaux défis, mettons, hein. Et Gageure, vous l'avez souligné à juste titre, il s'agit d'une période de mutation, de changement, de point de vue et de perspective. Donc, quels sont à la fois les défis à relever et aussi les opportunités peut-être à identifier. Alors, cette fameuse déclaration que recueille notre manifeste, finalement, repose sur le constat d'échec du néolibéralisme au cours des 40 dernières années. Et je pense que nous sommes conscients de l'impact que cela a sur les niveaux aussi bien politiques que les lieux du travail et l'affaiblissement des économies qui résultent finalement de cette concentration excessive du pouvoir et de la violation des droits de l'homme. Il y a un effort. Alors, contrairement à la maximisation des profits qui ont érigé des barrières finalement face aux relations aussi bien humaines que naturelles avec l'environnement et qui ont dicté toute une série de politiques qui sont à la base du néolibéralisme et de son système financier, marchandisant tout, comme on le sait, et créant toute une série d'inégalités sociales en cette période obscure. Nous le savons, il y a aussi eu une diminution de la puissance des syndicats, des droits sociaux et donc de la consistance ou de la texture des États-providence datant de l'après-guerre. Les services publics ont été progressivement démantelés, privatisés et réduits à leur portion congrue dans les services publics. Les fonctions ne sont plus forcément aussi essentielles ni efficaces et cette déréglementation qui a été à l'œuvre partout a remporté la palme, en tout cas au cours des dernières décennies, semble-t-il. Malheureusement, et faisant fi des exigences ou des attentes sociales dans tous les pays d'Europe occidentale, et tout ceci était en réaction probablement à des phénomènes de délocalisation vers des pays où, on le sait, la main-d'œuvre était moins chère et donc on a réussi à détériorer toujours davantage nos systèmes en aggravant ces écarts finalement de revenus. Et donc ce que je veux dire, c'est que dans nos pays autour de la planète de façon générale, on a vu ce système néolibéral saper finalement et constituer ou représenter le principal obstacle, je dirais, une forme de démocratisation réussie ou équitable à la fois sur le lieu du travail et dans la vie professionnelle. Et c'est donc, je pense, le principal verrou à faire sauter puisque il semble limpide que ce système ne soit plus durable pour personne. Et donc, ce système va devoir intégrer la vie privée des travailleurs, leur équilibre professionnel dans une plus grande équité parce que au bout des 40 ans de règne du néolibéralisme tous azimuts, le bilan est catastrophique et donc nos confédérations de syndicats le soulignent, il faut se concentrer sur la démocratisation sur le lieu du travail et sur un concept néo-social avec un contrat social nouveau qui repose sur la paix et la fraternité et qui permettra de jeter les fondements du nouveau système néo-social. Et nous l'espérons, de ce point de vue-là, en harmonie avec la plupart des piliers de votre manifeste.
tels qu'ils ont été rédigés. Voilà, voilà. Donc, désolée, j'étais persuadée d'avoir ouvert mon micro, mais j'étais prise par le flux du débat. Merci beaucoup, Alson. C'était passionnant d'entendre les similarités finalement entre ce contrat néo-social et notre manifeste. Et vous avez bien entendu fait référence à la paix, l'égalité, l'équité, la justice sociale, qui sont tous autant qu'ils sont évidemment des critères essentiels à notre sens, qui doivent servir de fondement au nouveau système pour démocratiser le monde est donc le lieu du travail. Mais quels seraient donc les éléments par lesquels commencer selon vous? Ah, aïe, aïe, aïe. Malheureusement inaudible. Non, les paquets de données sonores ne sont pas intelligibles. Non, toujours pas audible, malheureusement. No, nobody can hear her. Bien, je me tournerai donc vers Inigo pour la même question pendant que Elisabeth fera quelques tests avec son micro ou sa connexion qui ne semble pas vouloir marcher. Peut-être un ingénieur de la plateforme pourra l'aider. Pendant que Inigo prendra gentiment le relais des opportunités de démocratisation donc sur le lieu du travail selon vous, euh, avec lesquelles modifier ou améliorer les choses. Pouvez-vous m'entendre ou sommes-nous tous perdus dans le Far West virtuel? Non, ça marche bien pour les trois autres orateurs. Ok, donc vous m'entendez bien, semble-t-il. Oui, pouce. On va adopter le langage des signes pour être sûr de rallier tout le monde à notre cause. Alors, donc merci de me repasser la parole. Eh bien, je crois qu'en effet, il y a à la fois, comme vous le dites, des opportunités et des difficultés. Indéniablement, les opportunités que je repère découlent probablement de l'état d'esprit, de la façon dont on peut espérer que la conscience évolue de manière toujours plus critique par rapport aux attentes sur le lieu du travail et notamment l'énorme prise de conscience de la jeunesse actuelle par rapport à l'environnement et la prise en charge de la planète. Donc là, les défis sont énormes, bien entendu, et les opportunités peut-être aussi. Donc selon moi, j'ai eu l'occasion de le dire auparavant, je crois que nous venons d'une culture qui est assez antique,
Notre culture, notre façon de penser découle en effet du 19e siècle, les modèles d'entreprise de la même époque. Donc, à l'époque, l'idée n'était pas tant de maximiser les bénéfices que d'utiliser les travailleurs comme un moyen, comme un des éléments du capital finalement, en partant du principe que les ressources étaient illimitées sur la planète. Et c'est cette mentalité-là qu'il convient de changer en commençant par éduquer les gens différemment, bien entendu. Il faut donc apprendre à nos étudiants que la coopération est à la base des futurs modèles et qu'il s'agit véritablement d'une méthode réaliste et fonctionnelle. Mais on ne peut exiger de la part d'un étudiant qui a été formé sur les bancs de l'université ou des écoles commerciales, ou bien entendu là-bas, tous les enseignements contribuent à orienter les activités vers un gain maximisé. On ne peut pas attendre de lui qu'il se retourne soudain pour juger le capital humain comme étant différent du reste. Et donc, qui pourra soulever, je dirais, ces problèmes clés au niveau déjà de l'éducation afin d'affecter, de changer, de réviser le modèle. Et c'est ce que nous essayons de faire donc dans le cadre de notre coopérative à Mondragon. Et ce sera vraiment, je pense, la condition sine qua non pour tout changement à venir. Nous avons eu l'occasion d'en parler aussi, la part du principe d'une forme de négociation. Comme je le disais, les mentalités au 19e siècle étaient très différentes. Il y a eu beaucoup d'avantages et de progrès réalisés par l'intervention des syndicats, mais nous devons les impliquer toujours davantage dans le dialogue social, car nous ne représentons que 10% de l'économie en Europe. Et dans nos pays, il n'est pas chose facile de les inclure au dialogue social. Ce n'est pas acquis face au Donc nous gouvernement. devons aller en fait plus loin. Il faut voir comment nous allons travailler avec les nouvelles règles, avec les nouvelles méthodes, avec la question à ce niveau. Où est-ce que nous allons? En Europe, il est important de voir en fait l'Europe de l'Est est le chemin à suivre parce que les taxes et les impôts sont très bas. Et donc, il compare des différences sociales, mais il n'accepte pas la qualité. Et c'est en fait logique par rapport à l'équité et que le partage soit équitable. Et c'est la même chose pour nous par rapport à partager de 1 à 7, on recule. Et donc, il faut mettre cela dans la tête d'un Américain, donc qui vient d'une structure d'entreprise, et de comprendre que ce système peut fonctionner et qu'il est efficace. Euh, il faut absolument donc avoir un partage juste et voir quels sont les différents partages pour atteindre le même objectif par rapport à ces questions. Et en ce qui concerne ces différentes questions où la législation permet de voir comment nous allons travailler et voyager au partage d'expériences dans les différents pays, c'est l'opportunité pour nous. Et dans l'ensemble, l'opportunité, c'est les jeunes. Et si on leur apprend qu'il y a une différente manière ou des manières différentes de faire les choses, ça c'est la solution. C'est comme ça qu'on doit agir. Merci beaucoup, Hugo. Je suis tout à fait d'accord avec votre commentaire. Je viens aussi d'une école de commerce et il faut voir donc quelles sont les possibilités et changer la vue que l'objectif, ce n'est pas que l'argent. À ce propos, et par rapport au passé et voir donc comment nous allons travailler par rapport à ces réponses. En Turquie, c'est la même chose, de voir comment on peut arriver à mettre la démocratie dans votre curriculum et dans votre programme. Je vais revenir à vous
Si Elisabeth, j'espère que les choses fonctionnent. Et comment donc les orateurs et panélistes voudraient entendre vos différentes vues à ce propos? Non, malheureusement, c'est tout à fait inaudible. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous l'entendez? Non, malheureusement, la communication est très très mauvaise. La communication est assurée, on ne peut pas l'entendre et je le regrette. Est-ce que vous pouvez parler à nouveau, s'il vous plaît, Elisabeth? Là, nous ne comprenons rien du tout. Elle a l'air d'être muette. Je ne sais pas si elle a ouvert son micro ou si elle l'a éteint. Je pensais que je vous entendrais, mais ce n'est pas le cas et je ne sais pas que faire. Si quelqu'un peut résoudre le problème à ce niveau par rapport à ces décisions et par rapport à ces différentes questions et de voir comment nous allons travailler avec les autres questions et on va vous attendre à ce niveau. Euh, Par rapport à, il faut peut-être redémarrer le système avec le browser et ça c'est important. Inigo, j'aimerais en fait continuer avec vous puisque vous attendez un petit peu parce qu'on attend à ce niveau et ça c'est une chose importante par rapport à ces questions et par rapport à demain, par rapport à en fait la décarbonisation et la démocratisation. J'espère que vous pourrez faire un commentaire à ce propos. Et qu'est-ce que vous voulez dire à ce propos? Je pense, je pense que la démocratisation des entreprises et de l'entreprise permet en fait de voir comment on va gérer cela et que les décisions soient prises par les employés. Voir une chose qui est positive, c'est en fait tout ce qui se passe avec la communauté et voir comment on va prendre les décisions et trouver la solution à ce niveau. Et cela dépend en fait à ce niveau automatiquement du futur et cela en fait de prendre soin de la planète, de faire attention à l'environnement et en général, je donne un exemple. Et si en fait un ratio d'incidence dans l'entreprise qui fonctionne par rapport à ce que nous avons, et nous sommes dans le nord de l'Espagne, mais nous voyons aussi les accidents et tout ce qui peut se passer par rapport au ratio et on demande pourquoi en fait les résultats en fait sont peu probables parce que les personnes prennent soin d'eux-mêmes. Et si en fait on démocratise l'entreprise, et si les employés et les travailleurs ont la possibilité de décider, ils vont décider en faveur de leur intérêt. Leurs décisions ne seront pas prises en fonction de choses qui ont été dites auparavant, comme dans une grande entreprise où en fait le bureau des responsables est loin de tout le monde et je ne serai pas la priorité. Et en fait, si on peut avoir une entreprise qui est plus proche en fait des différents travailleurs et employés, cela démocratisera le processus. C'est la qualité des décisions qui est importante et la prise de décision pour en fait les questions de travail, mais aussi en ce qui concerne l'environnement. Voilà. Et en ce qui concerne notre philosophie par rapport à l'ordre du jour et l'agenda 2023, je pense que c'est au point numéro 8. C'est important à ce niveau par rapport au contexte démocratique et voir comment l'agenda se mettra en route. Et c'est là en fait pour une des questions
en ce qui concerne à ces différents problèmes, et pas en tant qu'un moyen, mais en tant que, dirons-nous, objectif d'atteindre ces droits sociaux et qu'on puisse les atteindre et que cette transformation sera une manière de, en fait, leur fournir un lieu de travail qui soit digne de ce nom et qu'ils aient en fait une vie décente. Et tout va s'aligner dans cette perspective. C'est mon opinion, mais ce sont les faits. Et en fait, c'est là, je m'arrêterai ici. Je pense que ça, c'était une des choses les plus importantes. Merci beaucoup. Elisabeth, nous sommes heureuses de vous entendre. Oui, oui, là maintenant, on vous entend. On vous entend. Oui, oui. Donc, très bien. Oui, on l'entend. Donc, allez-y. C'est un plaisir d'être ensemble. J'aimerais en fait parler des défis et de la démocratisation du lieu de travail et aussi en fait des opportunités qui sont disponibles pour nous. Je pense que le premier défi, c'est en fait le lieu de travail, en fait le monde des riches et l'autocratie. Et même si constitutionnellement la démocratie est garantie, mais il y a beaucoup d'inégalités à ce niveau. Et en fait, ce sont en fait les riches qui décident. C'est en fait aux États-Unis, les égalités économiques se marquent énormément et de plus, on voit un déclin des membres des syndicats dans beaucoup de pays. Et ceci est important par rapport à la démocratie et c'est la raison pour laquelle dans de nombreux pays dans le monde, il est important donc parler de ces différentes questions et en ce qui concerne les différentes grandes entreprises, on puisse travailler par rapport à l'intérêt d'autres en fait acteurs et d'autres actionnaires. Et c'est important par rapport à ces différentes firmes pour lesquelles le capital est la chose la plus importante et en négligeant l'humain. Voilà. Et donc en ne considérant pas le travail qu'ils sont faits dans les entreprises qui pourraient donc être dangereuses comme les mines, l'industrie d'extraction, mais aussi en fait la question de production et des services qui en fait donc en ce qui concerne l'interaction avec les personnes. Ainsi, je pense que nous avons un ensemble au niveau institutionnel d'obstacles pour démocratiser donc le lieu de travail. Néanmoins, nous pouvons voir quelles sont les opportunités. En fait, l'objectif central pour la démocratisation pour tout le monde et en ce qui concerne donc le mouvement démocratique social par rapport aux différentes questions et par rapport à ces paramètres de groupe. Et nous voyons donc les différents outils critiques à ce niveau et voir comment ces choses sont importantes pour les mouvements sociaux. Et donc, nous avons une expérience qui est reconnue pour pouvoir organiser socialement ces questions et que l'on puisse donc avoir donc une politique plus inclusive qui écoute en fait les différents acteurs afin d'assembler donc des mouvements qui correspondent et des coalitions qui correspondent à ces questions en ce qui concerne les hommes politiques et de voir comment on a des lois qui sont en mesure d'avoir une voix qui permet d'être entendue donc ailleurs et des interactions entre la démocratisation des travailleurs et le renforcement de la démocratie au niveau de l'État. Et
voir aussi donc quel est le type de démocratisation qui va renforcer ces questions en ce qui concerne les mouvements démocratiques. Nous avons à organiser et construire la solidarité des travailleurs à ce niveau avec les mouvements démocratiques pour promouvoir ces questions et pour avoir une nouvelle ligne d'identité par rapport aux différentes races, identités et sexes. Égalité des genres, donc. Ne vous déconnectez pas et n'éteignez pas votre micro parce que je veux continuer à vous entendre. Et vous avez parlé de l'égalité, l'égalité des sexes, et je pense qu'il est important de travailler sur ces questions. C'est en fait quelque chose d'extrêmement important par rapport à ces questions et par rapport donc aux différentes questions que l'on a vues à ce niveau, par rapport aux inégalités qu'on doit niveler. Et est-ce que vous pouvez nous dire de voir, c'est la question importante qui est centrale et qui est au centre des débats par rapport à ces différentes questions qui ont été au niveau des identités par rapport aux classes, en fait des conflits par rapport à l'ethnicité, aux races, à l'orientation sexuelle et par rapport à tous ces conflits qui sont en fait appelés des conflits d'identité sociale. Et pourquoi cela se passe? Et c'est important. Et pourquoi ces inégalités ne font que s'agrandir? C'est en fait pour les travailleurs le contrat social par rapport auquel ils acceptent où on accepte les inégalités en retour des privilèges présumés par rapport à d'autres identités sociales telles que le genre, la race, etc. Et d'un autre côté, par rapport à ces mouvements démocratiques, par rapport à ces groupes subordonnés sur base culturelle, sur base de l'identité comme la race, l'ethnicité, le genre et l'orientation sexuelle, et au statut de ces travailleurs et ces mouvements, en fait, mettent en danger le contrat social que l'on peut appeler la majorité, la pluralité, pour parler des États démocratiques et voir comment ils seront acceptés par rapport à la subordination, par rapport à la domination culturelle. Ils se sentent en fait très importants et très en danger, donc ils veulent à ce niveau travailler et ils montrent comment cela est important par rapport aux différents régimes. Et on voit, en ce qui concerne ces différentes questions, c'est en fait une question importante et majeure. Et cette manière de penser et de voir la politique est basée, dirons-nous, sur un échange, sur une représentation de l'État et sur la position de la concurrence. Et en ce qui concerne les dangers, les statuts, les groupes, en ce qui concerne donc la race, le genre, et en ce qui concerne donc le groupe dominant qui en fait leur permet de perdre un statut pour avoir la paix en échange. Et c'est un petit peu comment la politique fonctionne, la démocratie va être vraiment en danger et voir que la conception de la politique
où les gains pour un groupe vont être une perte pour un autre, et nous devrons en fait recadrer la signification de la politique par rapport à différentes questions, par rapport à la majorité principale, à la solidarité et la coopération. Et c'est exactement ce que le mouvement des travailleurs essaie de faire. C'est que tous peuvent gagner en démocratisant le lieu de travail et en créant un système de démocratie dans lequel nos travailleurs peuvent avoir de meilleures conditions, un respect, un travail digne et qui pourra assurer cette question et la solidarité, et ce par rapport aux sous-groupes à ce niveau. C'est important par rapport aux riches, par rapport aux grandes entreprises, par rapport aux actionnaires. Et ça, c'est important et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons souligner, voir donc comment ces travailleurs pourront en fait donc atteindre ces objectifs sur le lieu de travail et voir comment on pourra ensemble donc les représenter par rapport à ces questions et pour les groupes dominants. Merci beaucoup, Elisabeth, c'est très intéressant. Et il est important de voir comment, pour les besoins de tous, nous pourrons en fait comprendre quelles sont ces rumeurs et voir comment, pour la pandémie, nous pourrons travailler à ce niveau et afin de pouvoir mettre ensemble ces différentes questions. Et j'aimerais donc, si vous me le permettez, et revenir vers vous, si vous me le permettez, Elisabeth. Et donc, cela est important par rapport à ces questions et par rapport donc à la Turquie qui est un pays, par rapport à l'égalité des genres, par rapport à toutes ces questions. Et je me demande quelle est votre opinion au niveau démocratique sur la situation par rapport à l'inégalité et quelle est votre opinion à ce niveau? Comme vous l'avez dit, Elisabeth l'a aussi mentionné. Elle a exprimé ses questions en ce qui concerne ces expressions. On peut dire que sans en fait démocratie, les inégalités ne feront que s'aggraver. Parce que dans les pratiques démocratiques, c'est important. Et nous allons voir, nous, en tant que femmes, nous sommes confrontés à ces différentes questions et nous voyons donc quelles sont les différentes situations par rapport à ces questions au niveau similaire en ce qui concerne les différentes questions. Voir ce qui est visible, évidemment, en ce qui concerne la crise sociale et la COVID-19, tout ce qui s'est passé. Cela n'était pas facile pour les jeunes. On sait qu'avec la COVID-19 et pour le travail, cela deviendra de plus en plus invisible en ce qui concerne ces questions. Et en ce qui concerne les pratiques, en ce qui concerne ces différentes questions, en ce qui concerne les inégalités des genres, les mentalités qui ont bien changé, cette approche patriarcale, antidémocratique,
Et c'est important pour les inégalités et donc par rapport à ces questions et dans cet aspect, la démocratisation sur le lieu de travail par rapport à l'inégalité des genres et aux discriminations à ce niveau, par rapport aux recommandations, aux, par rapport aux différentes questions, par rapport à l'âge aussi, on en a parlé. Euh, on voit les inégalités qui se creusent pour les femmes et en ce qui concerne donc les conventions de l'OIT. Et nous voyons des conventions en ce qui concerne aussi le harcèlement sexuel et en ce qui concerne la violence domestique. Ce sont des choses extrêmement importantes pour nous tous. On passe une une période de barrières qui s'élèvent donc pour les différentes personnalités, pour les différents groupes, et ces inégalités sont basées en fait sur l'approche du mal dominant capitaliste et les mouvements des femmes ne voulaient pas du tout de cela. Elle voulait en fait parler maintenant, et il faut parler maintenant de solidarité des femmes à ce niveau et voir comment nous allons ensemble travailler et gérer ces questions pour être pour avoir plus d'espace et pour que la voix des femmes soit entendue. Merci beaucoup. Merci Marzo. C'était en fait une discussion très intéressante et je sais que nous sommes un peu en cours de temps, mais c'est en fait intéressant et toutes les provocations que vous avez mentionnées. Donc, Wolfgang, de voir aussi donc quelles sont en fait les questions de valeur des actionnaires qui se trouvent en dehors. Est-ce que vous demandez, Wolfgang, si je comprends bien votre question, j'essaie de comprendre ce que vous voulez demander. Quelles sont les compétences que vous pouvez promouvoir? Quelles sont les choses que vous pouvez améliorer à ce niveau par rapport au lieu de travail? Est-ce que vous voulez faire des commentaires? Je ne sais pas qui veut prendre cette question. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette question? Ewan, est-ce que vous voulez l'apprendre par promouvoir donc des responsabilités à ce niveau en ce qui concerne le lieu de travail? C'est important. J'aimerais donc parler de cette question. Elle m'intéresse beaucoup par rapport donc à ces syndicats et c'est en fait à l'évolution des compétences en ce qui concerne aussi les compétences démocratiques. Lorsque les personnes en fait ont une voix, on voit que les personnes s'intéressent et en fait que la détermination des syndicats et que leur voix se fait entendre. Et cela a été très intéressant par rapport aux exercices que les gens ont faits, par rapport à tous ces engagements. Et en parlant des différentes conditions pour le travail et en parlant des changements. Et je crois que l'évolution des mouvements des travailleurs
Et la reconstruction, en fait, de cette approche serait positive et un développement positif par rapport à ces questions plus démocratiques sur le lieu de travail. Merci. Oui, peut-être, pourquoi pas, ce serait une bonne chose. Je pense que, en fait, par rapport à ces questions, nous allons travailler à ce niveau et voir quelles sont les choses importantes et les attitudes en ce qui concerne la modernisation, en fait, de la classe des travailleurs. Et c'est quelque chose d'important euh, par rapport au combat des syndicats. C'est important à ce niveau. Il faut voir à ce niveau comment nous allons travailler et par rapport à ces questions et par rapport aux différents problèmes en ce qui concerne ces problèmes évoqués. Nous sommes aussi à ce niveau. Il faut voir un peu comment nous allons par rapport dans une entreprise de vêtements, comment les choses fonctionnent par rapport aux différents travailleurs professionnels. C'est important. 140 travailleurs ont été l'essentiel parce qu'ils avaient en fait, faisaient partie en fait d'un syndicat et donc, il se les a mis sur les sellettes, on les a licenciés parce qu'en fait, c'était en fait des travailleurs qui mettaient en danger l'entreprise et le pays. Et en fait, ils faisaient entendre leur voix. Et donc, pour se protéger, en fait, et pour maximaliser le profit, aujourd'hui, on voit en fait que les droits constitutionnels ne sont plus appliqués et qu'on peut vous licencier si vous appartenez à un syndicat. Et c'est en même chose dans les syndicats. Et donc, nous devons en fait comprendre comment les syndicats vont pouvoir, à ce niveau, dirons-nous, dépasser ces différentes questions. Parce qu'ils sont poursuivis, on ne respecte plus leurs droits. Pour vous, probablement, est-ce que... Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pardon, Inigo. Donc, une fois interprété, une fois de plus, parce que je ne m'essaierai pas à mon espagnol, mais donc, selon vous, combien de temps pour que ce capital humain soit exploité d'une nouvelle manière? Alors, je crois qu'il faut partir de questions fondamentales ici. Et peut-être presque répondre à vos questions par d'autres questions. Je suis évidemment solidaire du mouvement de certaines approches féministes, finalement, qui, même si elles sont minoritaires, fonctionnent instinctivement mieux dans l'environnement coopératif, finalement, que dans les univers capitalistes traditionnels. Alors, c'est de manière générale intéressant de faire un parallèle entre l'accès au travail pour les femmes et pour tous finalement par rapport aux autres échelons. Donc, ces entreprises pourraient peut-être repenser le système finalement qui a été au départ conçu pour des corporations, comme on le disait, de plutôt grande envergure financière. Et à ma connaissance, les syndicats ont rendu possible la plupart des avantages dont bénéficient les employés aujourd'hui grâce aux luttes des classes, c'est vrai, et des syndicats, mais je pense que nous pouvons changer le cours de l'histoire et aborder le changement différemment. Pourquoi essayer de revenir aux armes anciennes de la lutte finale, finalement,
éternellement recommencer. Nous sommes ici, après tout, les apôtres d'un système coopératif, pas combatif. Donc, on entend parler, évidemment certains hommes politiques, de collaborer, coopérer sur base de grands mots tels que la solidarité, etc. Mais il nous faut humaniser le système et finalement pointer ou se rendre compte que toute cette terminologie pointe dans la même direction, c'est-à-dire mettre l'humanité au travail de manière coopérative. Ça ne veut pas dire que cela rendra nos systèmes moins compétitifs, c'est juste une autre approche. D'arriver au même résultat. Finalement, le 21e siècle n'est plus celui des révolutions. Le système coopératif est une autre posture dans l'univers, finalement, et se rendre compte que l'on fait partie d'un tout et que l'on doit donc fonctionner en tant que partenaire et non adversaire. Se rendre compte que mon avis a le même poids et la même importance que l'être vivant qui se trouve à ma gauche, qu'il soit un homme, une femme, un homme de race blanche ou noire ou autre, ou quelle que soit son orientation sexuelle et probablement peut-être son espèce. Mais donc, tout cela sont finalement les ingrédients, je dirais, de ce qui est probablement très important. La discrimination financière s'exerce souvent sur base d'un critère, qu'il soit racial ou autre, mais toujours sous forme de discrimination que l'on croit nécessaire, utile, alors que la démocratie finalement ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il ne faut pas non plus attendre un coup de baguette magique. Les richesses doivent être distribuées de manière aussi équitable que possible. La démocratie est une bonne manière d'y arriver modérément. Et maintenant, comment remettre le capital à sa place en tant que moyen? C'est-à-dire que donc le travail n'est pas une fin en soi, une fin pour inclure les femmes, les races ou les gens. Et alors seulement on pourra comprendre que obtenir une place digne et de manière respectable au travail, quelle que soit la nature de ce travail, s'abordera différemment dès lors que le capital appartient à l'ensemble des travailleurs qui se considèrent tous comme faisant partie d'une grande famille avec différents membres où chacun, bien sûr, a une place différente, une maison différente, des appartements plus ou moins grands, des ressources peut-être utilisées différemment, mais faisant partie de cette grande famille, tous sur le même bateau. Je crois qu'il faut vraiment intégrer ce filtre de pensée avant toute chose. Merci beaucoup. Je sais que pour autant, malheureusement, voilà, sans l'écho c'est mieux. Aussi fascinant soit-il d'écouter tous ces passionnants orateurs, nous arrivons doucement vers la fin du temps qui nous est alloué. Et avant de conclure, puisque nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti, je voulais un dernier commentaire de chacun d'entre vous pour finalement tomber d'accord sur les mots-clés de solidarité, de coopération, d'action conjointe. Et je pense que il est rassurant de voir que chacun d'entre vous les a finalement mis en exergue à sa façon. Et en 30 secondes, pouvez-vous me résumer les mots-clés à vos yeux respectivement? Alors, aïe aïe. Comme vous le savez, il y a un troisième pilier qui existe dans notre manifeste, à savoir celui de la décarbonisation. Il faut lire sur les lèvres de l'oratrice. Mais bon, le changement climatique est clairement le problème principal auquel l'humanité est actuellement confrontée. Absolument pas. Donc, comme le problème de connexion persiste malheureusement du côté d'Elisabeth, nous repassons d'abord à Arzo.
Oui. Alors, donc, une redéfinition de la démocratie est importante, surtout sur base donc de ces qualités du, du- du labeur et du travail comme faisant partie essentielle et constituante du capital. Et dans notre nouveau monde, ce système n'ayant plus rien à donner aux jeunes, est-ce que vous m'entendez bien? Pas très. Il y a un terrible écho. Bon, donc puisque ce système n'a plus rien à offrir aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs, il ne tient plus aucune de ses promesses. Il faut réviser et revoir l'ordre social existant. D'une manière ou d'une autre, inaudible relais. Voilà, donc c'est pour essayer de jeter les bases d'un nouvel ordre socio-mondial. Pour conclure, merci. Alors, nous avons un autre panel qui commence dans 2 minutes d'ores et déjà, donc vous avez vraiment 1 minute chacun. Nous arrivons à capter vos propos sur le bon canal. Oui, alors Elisabeth, évidemment, les femmes, d'abord théoriquement, mais bon, puisque la technique nous l'impose, moi je me contenterai de dire merci beaucoup pour l'opportunité encore donc d'avoir pu s'exprimer sur ce sujet. Et très intéressant. Et nous pourrions évidemment continuer à en débattre pendant des heures. Mais je crois que le système coopératif dont je vous parlais tout à l'heure est la seule voie d'aller de l'avant pour continuer à faire tourner le monde. Voilà la conclusion sur laquelle j'aimerais finir. Bien, je pense que malheureusement, on n'a pas réussi à résoudre le problème technique du côté d'Elisabeth. Est-ce que je me trompe? Que nenni? Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, ça, c'est Alien. Donc, on va devoir conclure ce panel en remerciant bien Inigo, Arzu, Elisabeth, évidemment, de leur contribution et tous nos auditeurs qui ont réussi à nous rejoindre des 4 coins du monde. Et merci donc à l'équipe organisatrice aussi d'avoir rendu ces débats passionnants possibles dans la mesure du virtuellement réalisable. Encore tous nos remerciements et à très vite.